on est de retour avec du coup une run de... on peut la refaire. Castlevania. De Castlevania Lament of Innocence. Donc qui est le Castlevania qui a introduit la timeline actuelle des Castlevania, qui est utilisé sur les derniers. Et qui explique l'origine des Belmont et pourquoi ils combattent Dracula. Et là du coup on peut voir en fond quelqu'un qui joue mieux que moi. Donc on va enlever ça tout de suite. Et du coup on va jouer à un mode de jeu qui s'appelle le mode Pumpkin. On incarne une citrouille à la place de Léon. Léon qui est le personnage principal de cet opus. Et du coup all bosses, car on va faire tous les boss du jeu. Pour vous régaler. Tout simplement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter potentiellement, Pigeon? Pas du tout. Pas du tout. Bon, dans ce cas-là, on va commencer. Si tu ne vois aucun inconvénient. Oh, mais quand tu veux. Hein. Eh ben, let's go. Alors, malheureusement, on est obligé de rentrer un certain nom pour jouer avec ce mode. Donc on peut pas demander au chat de choisir un nom. C'est très malheureux. Quel save je vais prendre? La 4, comme d'habitude. Voilà. Et on va pouvoir commencer dès maintenant. Voilà. Eh bien, good luck, good quick. Merci, voilà. Pigeon. Donc là, on va aller dans le tuto qui n'est pas du tout obligatoire en mode Pumpkin, car on est déjà censé avoir fait le jeu pour le débloquer. Mais on y va parce que il y a des items et qu'on va utiliser directement un glitch pour dupliquer les items et acheter du coup des objets rares dont on aura besoin dès le début en revendant en boucle des objets de plus en plus chers. Tout simplement. Ouais, du coup, on passe quelques minutes à pouvoir setup cette duplication parce que bon, ça va nous permettre de récupérer des objets chers. Également un objet unique qui sera très utile dans la run, qui nous permettra en fait de restaurer toute notre mana ainsi que nos PV. Le problème étant que cet objet est unique. On peut l'acheter qu'une seule fois en jeu. Et du coup, en fait, cette duplication, en fait, ça permet de juste tout casser et d'être sérieusement tranquille jusqu'à la fin de la run. Du coup, nous incarnons ce charmant personnage, hein, qui est la citrouille, hein, le pumpkin, et qui est doué de talent d'opéra également. Mais bon, ça, on n'est pas censé le voir parce que faut attendre pour ça. Donc, nous, on doit aller vite, donc il faut y aller. Et du coup, cette série de duplications en fait, se fait dans une zone précise du couloir, pour certaines raisons, hein, qui échappent un petit peu. Mais du coup, ça va nous permettre d'acheter divers objets de plus haute valeur, donc les tickets par exemple, qui nous permettent en fait de faire du fast travel à travers tout le jeu. Les différents types de tickets, donc c'est différent, il y en a un qui nous permet de revenir à la dernière sauvegarde, et un autre qui nous permet de revenir au niveau de la sauvegarde, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'une seule zone de sauvegarde dans le jeu. Non. Ou deux. Il y en a plein, et alors pour un peu préciser, le Magical Ticket permet du coup de se TP au shop de Rinaldo, donc qui est le marchand. Et le Memorial Ticket nous permet de nous TP à la dernière save utilisée. Ouais. Du coup, très utile pour pouvoir faire du fast travel parce que en vérité, on a un hub qui existe dans le jeu où en fait on va pouvoir accéder aux différentes sections du château et du coup aux différents boss également que l'on va devoir éclater du coup. C'est ça.
Ouais, donc cette phase de setup qui prend quand même 1 ou 2 minutes, en fait, va te faire gagner énormément de temps au fur et à mesure de la journée. On a déjà donc les High Potions qui nous permettent de récupérer un sacré paquet de PV, parce que dans cette run, Pumpkin ne va pas avoir d'upgrade en PV, ni d'upgrade en termes de magie. On a déjà 130 points de magie, qui est l'absolu maximum que l'on peut avoir. Et au fur et à mesure que l'on va avancer dans le jeu, on va également récupérer donc quelques petites capacités supplémentaires en termes d'attaque pour pouvoir neutraliser les boss assez rapidement. Du coup, donc dans ce qu'on achète, donc on avait les potions, on a donc ces tickets, et on a également les rubis, saphirs et diamants. Donc diamant qui est l'objet unique qui coûte 10 000 chez Rinaldo, et qui est en fait un objet qui n'existe qu'en un seul exemplaire, et qui grâce à la duplication du coup peut exister en un nombre infini d'exemplaires, si tant est bien sûr que l'on fasse la duplication correctement, parce que ça peut être compliqué de le faire dans certaines conditions. Oui, bien sûr, les MP c'est différent, mais c'est des points enfin, c'est pour les sub-weapons, oui, c'est autre ça. chose. C'est Là, on n'a les pas de- cœurs. Oui, parce que là, sur ce perso, on n'a pas de magie, quoi. Donc, du coup, pour Pumpkin, la magie c'est les cœurs. Voilà. C'est Si, tout ce on qu'on a fait. de la magie. Il y a de la magie? Oui, en fait, les MP sont utilisés pour les reliques, donc qu'on voit en dessous de la citrouille. Donc là, par exemple, j'ai la statue de Svarog que j'ai récupérée dans le tutoriel. D'accord, d'accord. Mais on va pas en avoir beaucoup. En fait, on va avoir seulement la statue de Svarog et une autre relique. La statue de Svarog, je suis pas vraiment obligé de la prendre. Mais j'aime bien parce que elle permet de faire du coup une très flamme à nos pieds. Ce qui me permet du coup pour certains boss ou mini-boss de garder un combo plus longtemps. Et potentiellement aussi de multiplier la durée du stun. Du hit stun. Voilà. Oui, parce que dans ce jeu, on a également un système de combo qui existe lorsqu'on va enchaîner les adversaires. Et ce système est intéressant parce que plus en fait on va comboter les adversaires, et plus en fait on va leur faire des dégâts. Les dégâts vont augmenter au fur et à mesure, je crois de l'ordre de 2% par hit. C'est 5% par hit. 5% par hit. Ce qui fait que si on réussit à faire des enchaînements très corrects, on peut arriver à des sommes de dégâts assez phénoménales et de pouvoir justement accélérer la destruction des boss notamment au plus vite ou de certains adversaires qui pourraient être résistants de prime abord. Du coup, les petites gargouilles, donc on va en avoir 3-4 à affronter. Alors on pourrait utiliser donc des gemmes qu'on a récupérées. Donc on a les gemmes, donc on a les rubis qui sont utilisés un petit peu pour faire des attaques de zone. Je crois donc c'est celui-là qui peut atteindre toute la zone. Ouais, il fait des dégâts dans toute la zone. Alors que les saphirs bleus attaquent plus au niveau magique. Et eux par contre n'ont pas une zone d'épée qui se répercute sur l'ensemble de la zone. Ouais, et eux, donc, c'est seulement les ennemis à l'écran qui sont touchés. Voilà. Et donc, il est nécessaire du coup de pouvoir faire une bonne gestion un petit peu de ces objets parce que ça nous permet d'éviter de revenir justement au menu enfin à la zone de sauvegarde justement pour pouvoir dupliquer à nouveau ces gemmes, quoi. Donc, on va essayer de faire en sorte que notre routing revienne au point de sauvegarde à un minimum et seulement quand c'est nécessaire. Alors après, bien évidemment, dans ce Castlevania, on a également quelques petits puzzles qui sont présents. On doit récupérer des items nécessaires pour pouvoir débloquer des accès sur des zones, de nouvelles zones. Donc, on est obligé de faire quelques petits détours pour pouvoir accéder à certains boss ou à des zones un petit peu inaccessibles. Mais bon, pour l'instant, on se concentre un petit peu à finir des salles d'ennemis. Quand on atterrit dans une salle, on va avoir des barrières qui vont nous empêcher de sortir et qui sont indicateurs que l'on va devoir détruire ou tous les ennemis ou un certain type d'ennemis en particulier. Donc là, globalement, ça va assez vite, hein. On voit que les ennemis se font éliminer assez rapidement et que quand on arrive à la porte, c'est déjà déverrouillé. Donc c'est pratique. Un autre détail aussi qu'on peut remarquer, c'est donc que on a une certaine caméra qui est présente, qui est assez fixe. Elle bouge pas trop, donc il faut connaître un petit peu les zones de caméra pour pouvoir se déplacer
de manière optimale durant les transitions de zone, parce que on peut se perdre assez facilement. Fort heureusement, nous avons donc des indicateurs pour savoir quand est-ce qu'on est proche d'une porte, ces flèches bleues, justement, qui nous indiquent justement où on peut avoir des portes. Car en effet, certains positionnements de caméra font que certaines portes sont en fait à plat au mur, à 90 degrés, et du coup, en fait, on peut pas les voir du tout. Mais les indicateurs fléchés donc, sont présents pour nous dire hey, fais gaffe, attention, tu peux avoir une porte ici que tu peux traverser. Ce qui aide beaucoup un petit peu pour ne pas se perdre un peu sur le chemin. Mais bon, donc là on a récupéré le gant. À quoi sert-il? À utiliser les joyaux. Tout simplement. Et oui, parce que justement, on élimine de nombreux ennemis dans des salles. On doit les faire un par un, deux par deux à la limite, mais on peut pas faire tout d'un coup. Et sans ce gant-là, justement, et avec ce gant-là maintenant, on peut se faciliter la tâche énormément justement dans notre quête d'élimination d'ennemis. Donc là, malheureusement, cette plante qui était encore en vie un petit peu à la Non, fin. elle était morte, mais en gros, chaque salle a une vitesse d'abaission des hertz qui leur est propre. Du coup, en fait, il faut connaître les salles par cœur, et notamment il y a des salles où il y a des petits marqueurs au sol où je sais que je peux passer la porte d'une certaine manière. Enfin, si je tue les ennemis à un certain endroit, je peux passer la porte à la frame où elle est techniquement passable. Et là, c'est juste que j'ai essayé d'entrer un peu trop early. Oui. Et donc là, on arrive sur le premier boss, du coup, donc, qui est la méduse. Bon, est-ce qu'on doit expliquer que la méduse a une attaque pétrifiante, justement, qui nous rend un petit peu vulnérables, nous empêche de faire du dégât? Alors, ce qui est bien de préciser, c'est que cette attaque, en plus la pétrifiante du coup, si elle touche, elle va nous faire un roulé-boulé. En fait, elle va se mettre à faire une attaque. Forcément, quand on est pétrifié, on doit secouer le joystick pour se dépétrifier, mais elle aura le temps de lancer son attaque. En fait, elle fait un roulé-boulé dans toute la salle et elle rebondit. Et elle est invulnérable pendant ce temps-là. Ça fait beaucoup de dégâts, mais elle nous touche très rarement avec cette attaque. Le problème, c'est qu'elle est invulnérable et ça fait perdre du temps. Exactement. Mais bon, tout s'est bien passé. On n'a pas eu de problème en particulier. Elle m'a juste fait le pattern qu'elle débloque du coup en phase 2 avec des cailloux qui l'entourent, qui lui donnent une certaine protection et après elle les balance sur moi et du coup je pouvais plus m'approcher pour la finir et il manquait qu'un seul coup pour la tuer, donc voilà. Ce que j'aurais pu faire, je viens d'y penser à l'instant, c'est utiliser un rubis pour la tuer, juste la tuer comme ça. Mais sur les boss, j'y pense pas très souvent. Parce que c'est vraiment des cas très rares. On en a besoin. Donc là, on a récupéré un petit emblème. Donc là, est-ce que c'est l'utilité en particulier ou c'est juste... Alors, l'orbe rose, du coup, qui va pouvoir être équipé maintenant, nous permet d'utiliser d'avoir un effet alternatif sur les sub-weapons. Et cet effet alternatif, bon, on va le voir bientôt, nous donne et il augmente aussi du coup le coût de la sub-weapon. Les coûts sont variables en fonction de l'orbe. Donc les effets et les coûts sont variables, d'accord, je me fais pas... Oh là. Je me suis fait paralyser plus grave, donc là, très mauvaise RNG sur cette salle. Et les orbes du coup de couleur, les 5 orbes de couleur sont nécessaires pour finir le jeu, accéder au dernier niveau. Le petit puzzle qui n'est qu'une formalité. En esquivant les ennemis, on les élimine aussi pour justement éviter de se faire choper en retour également. Ouais.
Et on débloque un petit peu l'utilisation de notre fouet pour pouvoir justement grappiller les petits rebords. Là, j'avais utilisé un rubis dans la salle où il y avait les petits crânes parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir un chain grab où il y en a un qui me grab. Parce que c'est un grab à comment dire, longue durée. Et le problème, c'est que pour s'en défaire, faut tourner le joystick. Et on peut se prendre un grab juste après, un autre grab d'un autre ennemi, juste après être sorti du premier. Ce qui est pas très sympathique. Et là on arrive au premier boss élémentaire. Et comment pour ne pas se prendre notre petit stun lock. Donc là on atterrit sur l'élémentaire de foudre. qui est un des boss optionnels du jeu. On va avoir aussi deux autres types d'élémentaires plus tard qui arriveront, donc les élémentaires de glace et les élémentaires de feu. Donc bon, ce boss, bon, c'est une petite formalité parce que on fait déjà beaucoup de dégâts de base avec avec l'aide de notre fouet. Donc ça arrange un petit peu les choses pour ce côté-là. Quand même beaucoup plus simple à faire que la méduse, notamment. Et surtout que la méduse, elle a pas de vraiment de weak point et elle est en fait, on peut pas la stun. Elle est trop grosse pour qu'on puisse la stun. Donc là, on a fini la première zone. Et on fait notre premier pit stop aussi pour nous recharger un petit peu. Donc la deuxième zone qui est la plus dure, parce qu'elle est très labyrinthique. J'ai d'ailleurs découvert un skip très récemment. Et du coup, un skip sur un levier. Et en All Bosses, du coup, on a possibilité de le faire 2 fois. Parce qu'en fait, on connaissait déjà un skip qui était utilisable avec une porte. Mais il y a des moments, en fait, on actionne un levier et pour éviter la text box, on passe la porte avant que la text box apparaisse. Le problème, c'est que par exemple, en 100%, il y a un des leviers où on repasse pas la porte et où on se TP. Et l'animation de TP est plus longue que l'animation d'une porte. Et du coup, j'ai trouvé un skip pour faire en sorte de skip cette text box avec la porte. Le problème, clairement, c'est que si on se TP trop tôt et que le levier n'est pas activé, et ben on doit retourner pour le réactiver. Alors que la porte, au pire, on reprend juste la porte. Oui, donc c'est beaucoup d'étapes, quoi. Alors du coup, non, il n'y a pas d'élémentaire. Lister et Frame. Non. Donc la première skip qui est bien passée, donc tant mieux. Je vais essayer de faire le deuxième aussi, parce que il est assez cool. Et on s'en rend peut-être pas compte là comme ça, parce que c'est bien passé, mais le timing est vraiment serré. Si on fait un petit chouïa trop tard, en fait, on a notre perso qui du coup n'a plus... qui est tout écrasé. À cause de la téléportation, et la textbox apparaît quand même. Donc on doit juste réutiliser le ticket, donc ça c'est pas très grave. Par contre si on l'utilise, si on rate le combo, parce qu'en fait on peut pas l'utiliser trop tôt. J'ai essayé, c'est pas possible. Par contre ce qui peut arriver c'est qu'on rate un hit sur sur ce fameux levier. Et il y a vraiment un nombre précis de hits à toucher. Et le problème c'est que quand on se TP, on peut pas la cancel. Et vu qu'on doit rapidement se TP, quand on s'en rend compte la plupart du temps c'est trop tard. Donc très risqué. Donc là on n'attend pas pour rien. Hein. On peut absolument pas exploser ce mur par nous-mêmes. On est obligé d'attendre qu'un gros molosse vienne faire une attaque précise, justement, parce que des fois il est possible qu'il ne fasse pas l'attaque nécessaire pour pouvoir justement exploser ce mur.
cas là il est assez lent. Alors, on commence à le voir un peu. Ça va, Voilà. ça va, il était correct. Il était gentil, première attaque. Non, il était pas gentil, il était correct, c'est... Ça va. J'ai déjà eu des trucs où il marche, limite il se colle à moi et il fait toujours... Parce qu'en fait il y a une attaque qui nous faut, l'autre ne marche pas. Et en plus il faut qu'il soit assez près. Et du coup j'ai déjà eu une fois où j'ai perdu 50 secondes sur de la pure RNG, parce qu'on peut rien faire sur ce truc. Malheureusement. Faut juste prier. Et attendre qu'il fasse la bonne attaque en étant assez près. Je vois. Élémentaire de glace du coup. Ah, ça on s'y attendait pas du tout, hein, je veux dire. Hein. Que ce soit l'élémentaire de glace. Tous les élémentaires ce sont des boss optionnels. Oui, oui, totalement. C'est pour avoir des fouets élémentaires justement. Alors. Il se passe pas trop mal. Non, à part si elle se met en l'air, ça c'est mauvais. Très mauvais. Du coup, on peut voir l'utilisation un peu de la magie avec cette statuette, hein, les flammes derrière. Mais la principale zone de dégâts qui sera faite, ce sera grâce à notre petite attaque citrouillesque qui lance donc des citrouilles qui sont homing jusqu'à une certaine zone. Donc, des fois, toutes les citrouilles ne peuvent pas faire les dégâts, mais cela permet justement de continuer un petit peu cette chaîne de combos et de pouvoir fortement améliorer les dégâts. Elle permet souvent d'entamer le combo justement. Ouais, parce que quand on arrive à certains hauts combos, les bonus augmentent un petit peu en termes de dégâts. Et donc là ça met 8 hits si je me souviens bien dès le début, donc c'est très bien. Et excusez-moi, du coup j'ai fait une petite erreur. En fait le skip avec le levier, je n'aurais besoin de le faire qu'une seule fois. Eh bien tant mieux, on ne l'aurait pas remarqué. Donc là, petit train à emprunter. C'est un autoscroller, on peut pas accélérer tout ça. On peut récupérer une gemme bonus à la fin, si on réussit à récupérer un paquet de pièces hein, dans ce train. En fait si on récupère toutes les pièces, on obtient du coup une relique qui s'appelle l'encens de Saisei. Le problème c'est que je vais me concentrer. Vas-y. Hop, ok, donc là j'ai eu le skip classique, donc le lever skip. La deuxième version c'est le ticket lever skip, du coup que j'ai découvert très récemment. Et qui fait gagner autant de temps, mais comment dire, la situation dans laquelle on doit l'utiliser est différente. C'est juste que du coup ça rend la chose plus risquée. Alors les Fleaman par contre, pas très sympa. Ils vont très très vite ceux-là. Ouais. Et ils sautent partout. Aïe. 3-4 coups là. Voilà, donc vous pouvez voir qu'à plusieurs reprises j'utilise... je passe des portes en fait quand les herses ne sont même pas encore... ont même pas encore commencé à s'abaisser. C'est vraiment des salles spécifiques où il y a ça, d'autres c'est très très long. Il y a tout, il y a là-dessus toutes les salles de fight, toutes les herses sont à apprendre par cœur. Donc beaucoup de connaissances à avoir. Alors ça marche pas du tout. Ouais, donc là on affronte le Doppelganger, hein, donc qui est un peu la version antagoniste de notre personnage principal de base. Hein. Mais bon, ici, petite formalité, je veux dire, les dégâts se sont enchaînés extrêmement rapidement, donc là c'est aucun problème du tout. Il y a un skip aussi possible sur ce boss qui est plutôt utile en 100%, parce qu'après ce boss on est censé aller à la salle qui est juste après. Qui en fait nous permet de passer la porte du boss juste après pour skip l'animation où il tombe où il s'enfuit.
Et pour ça, faut être du coup très proche de la porte en question. Donc très situationnel. Là, il est assez resté sur place, donc tant pis. Ouais, bah, en plus, là, c'est bien laissé faire quand même. Ça va. Donc là, on va se diriger vers le... Bah, vers le boss de fin de zone. Oui, là, tu as fait un petit pit stop là, pour te recharger en joyau, justement. Bah en fait j'ai TP parce que c'est du coup le moyen le plus rapide et au passage je me recharge. J'aurais surtout besoin des rubis pour ce boss. Ça permet vraiment de skip une partie très relou du fight. Et là, Eh bien, les en espérant haches. qu'il se passe. Je vais essayer de le faire en un cycle ce boss. Attention, petite pendule hein, qui peut être dévastatrice, hein, surtout si on nous fait... Parce que si on peut se faire repousser donc, par certains obstacles. Et si on force mais... trop ça... Mais bon, tout ce qui est un peu... comment dire knockback de la part des éléments du décor un petit peu, ils se font en fonction de la direction où on est. Du coup, on va pas nécessairement se retrouver projeté par-dessus bord. En général, on va juste être projeté à 10 mètres en arrière sur un pont par exemple, mais on ne sera pas projeté, éjecté en dehors de celui. Fort heureusement, on peut prendre certains damage boost justement pour rester sur notre position, gagner quelques frames d'invulnérabilité et accélérer un petit peu certains passages. Mais les haches faut vraiment éviter parce qu'elles nous tuent en 3 coups avec les HP qu'on a actuellement, ou 2 coups peut-être. Alors c'est des pendules du coup, là c'est pas des haches. Oui, c'est des pendules avec des haches du coup. Non, ça s'appelle des pendules. Oui, bon. Ce sont des pendules tranches. Des pendules tranchantes, d'accord. Et oui. Donc là, oui, on vient de croiser donc Joachim, un boss du jeu, qui est également un personnage jouable dans le jeu, mais qui n'est pas extraordinairement puissant. Donc ce Joachim lui utilise en fait des épées qu'il peut projeter, un peu comme l'attaque spéciale des citrouilles en fait. Sauf que c'est un personnage qui est assez lent et qui ne fait pas beaucoup de dégâts, donc les runs avec Joachim sont plus dangereuses que celles faites en pumpkin en général. Sachant que les runs en pumpkin sont dangereuses du fait, surtout les runs courtes. Le 100% est assez facile à finir dans le sens où une run n'est pas compliquée à finir. Mais le 10% et le all bosses, en fait avec pumpkin on commence avec très peu de HP et de MP, notamment les HP, et on peut facilement se faire two-shot par des boss. Surtout les boss de fin. Ce qui rend la chose un peu dangereuse. Et d'où le fait qu'on justement récupère ces fameux diamants en cours de route, qu'on fasse ces petits arrêts, pit stop au niveau des sauvegardes justement pour pouvoir récupérer un peu ces fameux points de vie précieux. Et aussi qu'on sort stock également en grosses potions, parce que évidemment en tant que restauration de PV, voilà, c'est aussi l'idéal. Ouais, la potion est surtout utilisée pour si on a besoin de se soigner et qu'on n'a pas envie d'utiliser un diamant pour ça. Sachant que les diamants maintenant nous servent aussi à régénérer nos cœurs. Cœurs qui nous permettent de dash maintenant qu'on a l'orbe verte. Et donc un gros gain de temps sur la durée. Oui, alors la petite skip qui passe, justement, on saute directement sur la plateforme plutôt que de devoir faire un grand détour pour cela. Et on se retrouve sur le dernier élémentaire. Bon, élémentaire de feu, bien évidemment. Et que dire, c'est encore une autre formalité, quoi. Voilà, Disons que là en plus on a le feu de glace, donc oui. et oui, on a sa faiblesse. Voilà, ce qui ne marche pas dans Pokémon, bien sûr. Et on fera tout à l'heure. Le fouet de glace fait énormément de dégâts à l'élémentaire de feu, et le fouet de feu fait énormément de dégâts à l'élémentaire de glace. Ce qui paraît du coup assez logique, mais...
Et le fouet électrique n'a aucun... n'a pas Euh, d'utilité sur certains boss? alors le fouet électrique fait plus de dégâts à Méduse que le fouet d'alchimie. Mais le fouet d'alchimie c'est le fouet qu'on a de base avec Léon. Le problème c'est qu'avec Pumpkin on commence directement avec le Vampire Killer, donc un des fouets avec des dégâts de base on va dire, qui fait le plus de dégâts. Du coup, le Vampire Killer fait plus de dégâts à Méduse que le fouet électrique. Parce que de base, avec Léon, on n'est pas censé avoir le Vampire Killer à ce moment-là. Donc le fouet électrique est totalement inutile dans cette run. Là, donc petite clé bien cachée que l'on récupère hein, pour déverrouiller un nouvel accès. Ouais. Et ça nous permet de récupérer du coup la deuxième relique de la run, qui est Black Ebony, du coup une pièce d'échec noire. Alors Black Bishop, hein. Black Bishop, pardon, oh, chaque fois je... Oui, Black Bishop. Ça j'ai retenu hein, depuis la dernière fois. Oui, je me trompe entre Black Bishop et Black Ebony. Ouais, c'est pas un vulgaire bout de roche quand même, hein, c'est un fou hein, qui est quand même utilisé. Il y a quand même un certain sens logique au puzzle du jeu. Il faut pas s'inquiéter là-dessus. Ouais, on a le White Bishop aussi achetable chez Rinaldo. Mais il est assez inutile, surtout que ça... En fait le Black Bishop va augmenter les dégâts. Donc très bien, très bonne relique. Sachant qu'on n'aura plus vraiment besoin de la statue de Svarog pour les combos. Le Black Bishop va être beaucoup mieux pour augmenter les dégâts. Et le White Bishop augmente la défense, donc on n'en a pas besoin. Et puis il y a certains boss, qu'on verra plus tard, qui justement ne seront pas présents dans l'arène. Donc du coup faire des traînées de peu au sol, au final ne va pas servir à grand chose aussi. Oui, ça. On a des boss qui sont... notamment la méduse, qui n'est pas considérée comme au sol, donc ne prend pas de dégâts sur ce fameux sol. Ok, donc le golem. Golem qui est un vrai forain, hein, là, qui balance énormément de patates, hein, beaucoup de knockback hein, quand on se prend un hit. Donc on essaie un maximum de s'en prendre, surtout que là, il peut stun un petit peu avec tout ça. Hein. En même temps, on perd peut-être quelques secondes à chaque fois que l'on se fait avoir. Ouais, et là, le golem est assez simple, mais la phase 2 à optimiser est très compliquée. Oui, mais bon là, c'est une vraie formalité. Je veux dire, là, il a tenu Voilà. 10 secondes après. Ok, c'est bon. Non, ah non, c'est pas bon. Et non. Et non. Ah, Ike. Et non, on a une deuxième phase hein, qui est présente. Ça. On pensait que les 2 barres de vis allaient passer, mais non. Voilà. Donc le problème de cette phase 2, c'est que si on se fait repousser une seule fois, donc si on est trop loin de lui, donc voilà, il va nous balancer cette attaque où il lance sa main et après il la rétracte. Le problème c'est qu'il peut seulement mourir quand il a ramené sa main. Bah des fois il nous knockback au dernier avec un HP et du coup on doit attendre tout le long de l'animation. Donc quitte à se prendre un coup, autant le prendre au début. Là c'est à peu près passé, donc c'est pas trop mal. Oui, bah là pour l'instant la run elle est plutôt smooth, hein, voilà, Ouais. ça se passe tranquillement, on avance bien. Ouais, j'ai les nouveaux skips du coup qui sont passés, que j'avais un peu train, mais... Alors on peut apercevoir brièvement lorsqu'on passe dans le menuing hein, que en fait on a 2 grosses barres rouges qui sont présentes en haut à gauche, qui barrent en fait le nom de Léon Belmont, parce que du coup en fait les développeurs n'ont sûrement pas eu assez de temps pour justement créer un menu pour le Pumpkin, du coup ils ont juste barré le nom de Léon. Ouais, je pense que c'était vraiment pour du troll. Les petits knockbacks qui font pas plaisir. Le hit qui n'est pas passé, hein, un petit peu trop tôt hein, sur ces adversaires qui ont quand même des longues frames d'invulnérabilité lors de leur invocation. Ouais,
justement ce genre de salle, en fait cet endroit est assez relou parce que dans plusieurs on doit attendre que des ennemis spawnent. Donc bon, on peut les tuer vite, donc ça déclenche le respawn des autres, mais on doit quand même au final attendre. Et en plus des fois ils spawnent pas à un endroit fixe. Et si en plus je rate mes skips de porte. Je suis content parce que là les dashs sont pas trop bourrés, on va dire. Parce que d'habitude j'ai beau donner un angle précis avec ou même aller tout droit, le dash va n'importe où. Pour l'instant ça va. Ouais, parce que Lego, ça fait un bout de temps qu'on a récupéré, je pense, cette capacité de dash qui nous rend invulnérables et fait des dégâts sur les adversaires en même temps. Elle nous rend pas exactement vulnérable. En grande partie durant le déplacement. En fait elle nous permet d'éviter la plupart des coups, mais par exemple s'il y a un cyclope qui nous charge dessus et qu'on fait un dash à travers, on va se prendre les dégâts. Voilà. Ah oui, donc certains ennemis ils peuvent surpasser un peu cette capacité. On peut passer à travers les ennemis, c'est assez bien du coup, mais on n'est pas vraiment invulnérable. D'accord, oui. Et alors, le problème c'est que ce dash il dépend un petit peu du positionnement de la caméra. Et vu que les caméras dans les pièces se déplacent toujours, ont une certaine rotation assez lente en fait, au fur et à mesure que l'on fait nos dashs, on va quand même voir notre trajectoire qui va légèrement se dévier. Et ce qui fait qu'au final, on va assez souvent se prendre des murs et du coup perdre un peu de temps. C'est assez difficile de faire des lignes droites en fait, dans ce genre de configuration du coup. Ouh. Ah, nouveau boss j'ai l'impression. Ah non, petit labyrinthe. Les portes de boss sont toutes les mêmes. Espèce de porte un peu rouge. Et les portes de mini-boss sont vertes. Ah d'accord, oui. Les portes de boss élémentaires, pardon. Ouais, parce que je voyais du rouge, du vert, c'est pour ça, donc je supposais que ça va à peu près la même tronche, donc c'était à peu près apparemment. Parce qu'après les portes avec les doppelgangers sont juste des portes normales en gros. C'est des random encounters un peu. Ouais. Voilà, donc là, clé jaune qu'on va dépenser pour aller récupérer le Black Bishop. Et là je fais très attention au niveau des rubis. J'ai une route assez précise. Et il faut que du coup sur la salle du boss, j'arrive avec 6 rubis. Pour tenter, sachant qu'il est vraiment pas facile, de skip la P1 du boss. Ah oui, donc le boss, j'imagine que c'est le parasite. C'est ça. Si je suis pas assez rapide, je vais me taper une animation. Ça dépend encore. Alors, je peux avoir de la chance dans ma malchance, c'est-à-dire que s'il me fait un certain pattern et que je rate le skip, je peux du coup le taper l'espèce de petit verre pour qu'il re-rentre plus rapidement. Sachant qu'il passe que en phase 2 s'il est rentré. Oui, je vois. On aurait pu remarquer des petits objets au sol là qui se déplaçaient. Ce sont des pièges piquants. Si on marche dessus, on va avoir une petite série de pics qui vont nous attaquer en ressortant du sol. Donc c'est des petits pièges, voilà. C'est vrai qu'on saute beaucoup dans ce petit labyrinthe. Et c'est des pièges qui sont très rapides aussi, notamment dans leur activation, mais aussi dans leur déplacement. Donc on les reverra dans certaines salles aussi, qui ne sont pas nécessairement des labyrinthes, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre en termes de déplacement aussi. La phase de jump, bon. Je vais pas dire que je la foire jamais, sinon je la foirerai. Mais en gros, si on la rate, on doit retourner, réactiver le bouton
Alors celle-là est assez clémente parce que le bouton se relève progressivement, donc en fait si on est parti sur un mauvais départ, on peut juste directement retourner sur le bouton et le réenclencher au max. Contrairement à certains mécanismes où on doit attendre que toute l'activation soit terminée, donc c'est vraiment pas pratique. Oui, c'est certain. Quand même petite salle d'ennemis sur la route. Hein. Là, qu'est-ce qu'on va aller faire du coup? On va aller aller en direction de au boss. Voilà. D'accord, oui. Il nous reste quelques salles et après on est au boss. Très bien, oui. Ah, ah mince. Ah bah si je troll aussi, ça va pas le faire. Ok. J'ai été trop vite. Je suis obligé d'attendre, je vais pour prendre un diamant. Ah oui. Ouais, j'ai été un peu trop vite, donc bah, je me suis pris le Famoso. Alors là, je dois le mettre bien. Voilà, c'est bon. Le petit laser, oui. 5. Donc c'est sur ces lasers qu'on aura un petit damage boost plus tard sur un des ponts aussi, qui permet de skipper un petit peu un cycle. Donc du coup, bah, le parasite, alors, que se passe-t-il normalement avec ce boss? Donc vous avez ces 4 orifices extérieurs qui sont en fait des yeux, donc ils vont être neutralisés grâce à l'utilisation de ces gemmes, ce qui permet de skipper la première phase, et la deuxième phase attaque immédiatement ensuite avec l'apparition de ce noyau au milieu, qu'on espère faire en one cycle à chaque fois, ce qui était bien joué ici, du coup. Parce que sinon, si on met trop de temps, ce noyau va avoir tendance à redescendre dans son orifice et réapparaître aléatoirement dans un des 5 spots disponibles. C'est ça. J'ai toujours pas trouvé une raison de pourquoi des fois il rentre très rapidement et d'autres fois non. J'ai l'impression que si je m'éloigne trop, il se TP, et si je me prends un hit et que je suis à côté, il se TP. Pour l'instant, ça c'est assez vérifié, mais j'ai pas encore tout bien testé pour être sûr. Donc pour l'instant, je prends quand il veut bien ne pas se TP, je prends et je dis merci. Mais voilà. Il y a pas mal de RNG manipulation qui est très sympa à faire, mais pour ce boss, j'ai toujours pas trouvé un moyen de le faire. Il en aura beau dire, hein, ce combat s'est quand même très bien passé. Ouais, c'était parfait. Alors, hop. Donc là, cet endroit-là va avoir beaucoup d'utilisation des rubis et des saphirs. Et des diamants pour récupérer des dashs. Alors, est-ce que certains de ces ennemis sont plus sensibles aux rubis et d'autres aux saphirs? Alors, je ne crois pas. Les rubis font de base plus de dégâts. Mais est-ce qu'il y a des résistances là-dessus? Je ne sais pas trop. Je crois qu'il y en a sur les saphirs, mais les rubis c'est du damage, peu importe la résistance. J'imagine que c'est du dégât, peu importe la résistance, mais je veux dire voir s'il y a des... Enfin si ça réduit un peu les dégâts, mais bon apparemment c'est pas certain qu'il y en ait du coup. Sur les rubis je suis presque sûr qu'il n'y en ait pas, mais sur les saphirs peut-être. Un peu de damage reduction. Alors notons aussi que les portes, pour les emprunter, il faut que les flèches deviennent vertes. Si elles sont pas vertes, on peut pas les emprunter et activer le trigger. Alors on peut les passer quand elles sont encore bleues visuellement, mais en fait c'est le jeu les considère comme vertes à ce moment-là. Du moins dès que la transition vers le vert commence. C'est ça. Visuellement, je sais qu'il y a des portes que je passe quand elles sont encore vertes, encore bleues pardon. Mais elles doivent sûrement être considérées comme vert par le jeu. On va faire ça. Encore une fois, on peut constater cette caméra qui nous fait effectuer des marches de l'ivrogne un peu partout.
lorsqu'elle n'est pas dans le bon sens. Hein. Alors la petite salle donc non illuminée, où en fait on va skipper le puzzle de la plateforme. Hein. Normalement on est censé juste emprunter les plateformes qui sont visibles, mais là en fait on a assez de distance pour pouvoir atteindre une de ces plateformes justement qui est étalon. Donc ce qui permet de skipper toute une partie de la salle également, et même au retour de pouvoir le refaire tranquillement. Vu que toutes les plateformes sont au même niveau, il n'y a pas de différence de hauteur entre chacune d'entre elles. Donc ce qui permet de pouvoir faire cette strat dans les deux sens. Hein. Petit fouet qui s'est pris d'abord. Voilà. Ah, là, et ça c'est la saloperie de cette zone, c'est-à-dire qu'en gros, si on passe ces lasers, on est au boss. Mais le knockback est infini avec ce truc, et on peut facilement tomber. Alors c'est pas grave, dans le sens où le boss est très près de l'entrée. Mais du coup nous on faisait un chemin qui permettait d'aller chercher la cloche qui permet de déclencher le boss fight, et au passage d'atterrir directement sur le boss fight. Donc là on va devoir retourner et faire un petit peu plus de marche pour arriver au boss fight. C'est très relou, ça doit faire perdre 2 minutes je pense. Et on doit faire des fights en plus. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu justement pourquoi la manipulation la maîtrise pardon, de la caméra est essentielle pour pouvoir passer ces zones tranquillement. Je veux dire, voilà, si c'est juste les dashs qui vont un peu de travers, bon, voilà, c'est pas trop problématique, ça fait perdre peut-être 1-2 secondes maximum, hein, le temps de l'animation, le temps de récupérer la trajectoire. Mais quand on est sur ce genre de pont, encore une fois, le knockback se fait directement en arrière, dans la direction opposée de là où on regarde. Du coup, si on est ne serait-ce que de travers sur un de ces ponts, et en plus on se tape la cinématique du coup. Et bien avec le gros knockback, du coup, en fait on a de très fortes chances de tomber si on est vraiment mal aligné sur le pont. Du coup, on va affronter les boss de la montagne de Messenger, hein, du coup. Donc, voilà, qui sont un petit peu armés cette fois-ci, hein, et voilà, avant qu'il y en ait un qui décide de faire un petit peu d'exercice. Parce que voilà, ils sont tranquilles, hein. Mais bon, ça ce n'est que pour préparer le vrai boss qui arrive juste derrière. Le boss RNG sur 20. Un des premiers boss justement qui, après la récupération justement du Black Bishop, dénote un petit peu sa grande utilité, vu que elle vole, et donc la statuette qui fait des flammes au sol, c'est joli hein, les effets, mais ça fait rien. Donc là c'est dommage, hein, c'était très bonne run jusqu'à qu'il y ait eu cette chute du coup. Ça reste néanmoins une bonne run. Mais oui. Ouais, j'ai dû perdre 1 ou 2 minutes. Bon, non, peut-être pas 2 minutes. En tout cas ça fait perdre énormément de temps. C'est très contraignant. Alors, savoir que du coup, durant les runs, on prend l'in-game time du jeu. Parce qu'en fait, parce que du coup, selon en fait les modèles de PlayStation sur lesquels le jeu tourne, en fait, on va avoir différents temps de chargement qui vont être présents. Et vu qu'on a des informations sur l'in-game time, en fait, ça permet de ne pas prendre en compte du coup ces différences. Ce qui permet de pouvoir faire de classer les runs plus correctement. Alors après, un autre souci que ça donne par contre, c'est que si jamais quelqu'un décède, en fait, l'in-game time ne va pas continuer durant l'animation de mort. Du coup, ça va s'arrêter. Et même, non, d'ailleurs, vu qu'il faut sauvegarder, en fait, on va devoir repartir de la sauvegarde aussi. Et du coup, en fait, apparemment, ça invalide la run, mais c'est vraiment très peu clair sur les règles à ce sujet-là. Donc, voilà. Mais apparemment, oui, c'est bien, ça rend bien la run invalide. Et donc, c'est un retour de Doppelganger, ça, non? Oui. Qui, lui, n'est pas optionnel. Et qui est,
allez, légèrement plus résistant, vu que bon, il est dans une Oui. grosse salle, on peut pas vraiment l'enfermer. Bon, voilà, c'est juste quelques secondes supplémentaires de fight, quoi. C'est ça. Aussi par rapport au knockback que j'ai pu me prendre là sur le... Ah. Alors, on a ceux qui trollent. Voilà. Faut savoir aussi que les lasers, au niveau de leur hitbox, c'est très peu clair. Donc là, j'ai été un peu lent, donc je pourrais pas faire le skip. Après, leur hitbox est assez massive hein, en comparaison de ce que l'on peut voir aussi. Donc là, on se détourne justement pour se faire projeter sur le petit rebord, hein, et non, on devra refaire tout le chemin depuis le début. On pourrait même potentiellement tenter de faire demi-tour histoire d'être knocké jusqu'au bout du couloir, mais bon, ça requiert quand même une petite maîtrise du joystick, hein, et bon, c'est pas évident sur certains jeux, notamment avec les positions de caméra qui bougent tout le temps. Alors à savoir aussi que, voilà, de tous les Castlevania, Lament of Innocence est l'un des plus méconnus aussi dans la série officielle, à cause un petit peu, on peut supposer, de l'héritage, vu qu'il est sorti, hein. C'est le premier Castlevania qui est sorti après la série des Castlevania sur Nintendo 64, qui avait fait un certain flop à l'époque aussi. Ce qui fait que ce jeu-là n'est pas énormément runné, hein, contrairement à la plupart des opus majeurs de la série. Où est-ce qu'on se dirige du coup maintenant? Alors, je vais aller prendre la clé pour accéder au dernier boss. Et ensuite aller prendre la clé pour accéder au boss optionnel qu'on va faire avant le dernier boss du coup. Le boss secret du jeu. Je l'ai fait les deux en même temps parce qu'au final je me suis rendu compte qu'en 100% on faisait ça. Et que ça pouvait être une bonne idée de grouper tout le travelling ici en même temps. Au niveau du temps ça change rien mais ça nous évite à devoir refaire plusieurs backtracking. Là on va juste faire les deux backtracking et les deux boss. Et c'est tout. Oui, donc là c'est... du coup, oui, là on va en direction du boss numéro 4, c'est ça? Là je vais aller chercher la tablette, la retourner, et ensuite oui on va faire le boss secret, donc l'oublier. Ouais, parce que en fait, pour accéder à ce boss, on doit récupérer une petite tablette qui en fait ne rentre pas. En fait, cette tablette 6 en chiffre romain, donc vie, et le problème c'est qu'on a besoin de la tablette 4. Alors du coup, on se demande mais comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer une tablette 4? Et en fait, il faut faire un petit détour en fait pour arriver sur un petit mécanisme sur une table, en fait, pour juste inverser en fait cette tablette. Parce que bon, en fait, on n'a pas besoin de la phase A, on a besoin de la phase B, mais apparemment, on ne sait pas retourner, on ne sait pas aller de la phase A vers la phase B manuellement parlant. Logique. Bien sûr, on n'oublie pas de récupérer les tablettes, parce que sinon c'est un détour à nouveau pour revenir vers cette salle pour récupérer les tablettes et débloquer l'accès au boss. Alors l'oublier aussi, donc qui est un des... Je crois le seul boss d'ailleurs du jeu à avoir 3 phases en soi. Oui, c'est le boss avec le plus d'HP. Si je m'en rappelle bien, il a 3 phases à chacune 4000 HP et quelques. Donc ça fait beaucoup. Alors. Beaucoup, mais on fait très mal, donc ça peut être une formalité qui va assez rapidement. Ouais. J'ai trouvé une strat sur le 100% que je vais essayer de faire, mais j'aurai moins de dégâts, donc potentiellement elle va un peu moins bien marcher pour la phase 1 en fait. Donc j'espère qu'elle va marcher un minimum, mais possible qu'elle ne marche pas à 100%. Ouais, on te fait confiance, ça va fonctionner sans problème. Disons qu'en fait, on profite au début d'avoir plein d'organes à toucher, plein de zones à toucher pour
faire monter un combo très rapidement. Le problème c'est que avec ces fameux dégâts que je n'ai pas assez, en gros le risque c'est que quand il reste plus qu'un endroit où taper, ça soit un peu plus compliqué de le finir. Oui, c'est ça. Alors surtout que ce boss, donc en plus d'être long, c'est pas un boss qui est présent sur la zone d'arrêt. En fait, on va être sur une petite plateforme hein, qui va monter au fur et à mesure que l'on passe sur certaines sur les phases suivantes. Et puis oui, pour les dégâts, du coup, la plupart du temps, on va devoir faire des attaques en plein air pour pouvoir justement continuer à l'enchaîner. Utiliser également donc notre sub-weapon de citrouille homing aussi pour pouvoir faire des dégâts supplémentaires hein, aussi. Et tout ça en espérant pouvoir l'enchaîner le plus rapidement possible. Parce que malheureusement la sub-weapon la plus forte, c'est celle avec l'orbe noire, et l'orbe noire on la récupère sur l'oublié. Voilà. Donc en gros, c'est ballot. Et, ouais. Dommage, on peut pas tout avoir ici. Et donc dernière seule avant de pouvoir dommage. montrer. Petit angle là. Les jumps en 3D c'est vraiment pas... Enfin, avec les caméras fixes comme ça c'est vraiment pas simple. Et ouais. Donc voilà, comme on disait, hein, une petite chute et on revient en fait au début. Donc pareil, on skip une grande partie de la salle. Dommage. Petite erreur que pas très grave. Je dois me re-TP du coup au début du château. Et je n'aurai pas le droit à la save. Alors... Voilà, on va prendre une armure parce que pour éviter au minimum de se faire one shot, et aussi peut-être quand on se prend un gros coup sur les deux derniers boss qui vont faire très très mal, pouvoir avoir le temps de rééquiper une sacrifice doll, donc petit accessoire qui nous permet de survivre à la mort tout simplement. Oui. Oui, parce que oui, la plupart des boss à la fin vont quasiment tout shot en fait, sans aucune défense. C'est ça. Donc... Et notamment la phase 3 de l'oublié qui, alors je crois avec son laser, peut nous one-shot même avec l'armure, mais j'en doute. Bon, en tout cas, justement avec cette armure, il nous two-shot pile poil. Bon, je ne connais plus trop les dégâts exacts, je sais que j'ai loupé des bonus d'HP pour gagner un peu de temps. Et bien en espérant que on ne se fasse pas avoir par l'un de ces boss. Parce que bon, en plus de perdre du temps à mourir face au boss, hein, on perd également du temps à revenir aux phases selon l'avancée que l'on a fait. On était en P1, P2 ou P3. Et le problème, c'est que du coup là, je n'ai pas. Le problème principal, c'est que je n'ai pas beaucoup de mana. Donc en fait, le bonus de dégâts, je l'ai pendant moins longtemps que ce que je pourrais avoir avec des MP au maximum. Oui, donc il faut optimiser aussi également l'utilité un petit peu du Black Bishop aussi, qui est pas si simple que ça. Donc voilà, ça aurait pu marcher là, j'aurais pu one cycle, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, là on a fait 75% de sa vie hein, du coup en P1, mais bon là, on voit constater quand même l'énorme différence qu'il y a entre avec et sans le Black Bishop pour le coup. Donc la P1 qui se passe globalement très bien, sans aucun problème. Du coup la P2 ça va être les bras qu'il va falloir attaquer, qui vont soit donc attaquer au sol, soit faire dégouliner une jauge de sang toxique dont on n'a pas le droit de toucher. Pour la moitié des PV se fait littéralement évaporer dans un premier temps. Alors on peut constater aussi que le corps
ça fait pas grand chose, hein. Il y a beaucoup de défense, là c'est pour ça que les bras sont vraiment la partie essentielle à viser pour celui-là. Et le qui se finit bien tranquillement. On passe donc à la dernière phase, donc qui est la tête qui a le choix entre hurler à mort et faire spawner des rochers partout, ou tirer un laser, et auquel cas il faut devoir utiliser ces fameux rochers pour pouvoir se défendre de ce fameux laser. Des rochers qui se détruisent au bout de 3 coups de laser dans ce côté. Donc bien évidemment on va utiliser un petit peu notre sub-weapon de citrouille en premier hein, pour commencer à initier le combo de dégâts et en espérant ensuite pouvoir reprendre avec le fouet pour pouvoir enchaîner et finir très rapidement ce boss qui était globalement bien géré. Ouais, je me suis pris quelques coups en P2 mais ça allait. Alors, par contre, je vais devoir faire un petit détour pour en fait me redonner des diamants. Donc c'est vraiment un tout petit détour. Hein. Au lieu de foncer au boss, bah, je vais aller dans la salle juste avant. Voilà, parce qu'en fait j'ai que 2 ou 3 diamants, je me rappelle plus exactement. Et on va en avoir beaucoup besoin. Voilà. Donc voilà, donc on attaque on va arriver vers le boss de fin, ou plutôt la deuxième série de boss en fait, vu que contrairement à l'oublier, en fait c'est 2 boss que l'on va enchaîner. Et bonjour Mr. Etienne. Rebonjour d'ailleurs pour moi, du coup. Alors, le run va bien je vais finir. Hein. Je vais équiper le bon fouet, ça sera mieux. Ce sera plus pratique hein, voilà. pour les dégâts. Plus de dégâts. De base, avec le perso du coup de base, on peut même pas le taper avec un fouet élémentaire ou autre. En fait, on peut que le taper avec le fouet. Alors, on va tenter. Hein. La parade parfaite. Ok, donc, nice. P1 de ce boss de fin, donc du boss final, qui se fait face au Dracula de cet opus, hein, bien évidemment. Donc là, il va faire des explosions qu'il faut absolument parader, sinon bah, on se prend des dégâts. Mais bon, là, ça se passe globalement bien. Hein. On n'a pas trop de problèmes. Le pire est à venir avec le boss True boss, où il faut affronter la mort. Alors, la mort qui a 3 types d'attaques. Donc on espère qu'il fasse des avances à la citrouille hein, en faisant apparaître des sbires qui en fait vont s'approcher et quand ils sont à proximité, en fait ce sont des mines antipersonnelles qui vont nous exploser à la tronche. Il faut pas briser son champ avec le Vampire Killer avant. Je crois que le Vampire Killer fait directement des dégâts sur Dracula, je crois. Avec Léon, en fait, on doit effectivement d'abord le taper pour une fois et il se rend compte qu'il est vulnérable. Donc bientôt ça va être un time. Eh bien GG hein. Juste pour cette chute au pont quand même, on n'est pas passé loin du sub 1. C'est dommage. Et alors je vérifie, mais il y a peut-être moyen que ça soit PB. Du coup, World Record. Un World Record Et si du coup, un World Record avec cette chute, les nouvelles strats que j'ai mis en place, du coup, c'est pas trop mal. La strat de la chute, hein, oui. All Bosses Pumpkin, et ben c'est un World Record de 21 secondes. Combien in-game time du coup? On est à pour en in-game time. Et en RTA aussi, donc on avait un 49-30 en UGT, passé à 49-09, et en RTA nous avions un 1h1-17, on est passé à 1h1-9. Voilà. Avec du coup cette petite chute qui malheureusement m'a fait perdre approximativement 1 minute. Mais en fait, tout le long de la run, c'est très bien passé. Le parasite, un cycle, le skip de la P1, de la P2 en un cycle, Joachim un cycle, enfin tout était bien, sauf du coup cette chute un peu dommage. Voilà. Eh bien joué, hein. Un world record quand même, hein. En marathon. C'est toujours une bonne chose à apprendre, à savoir. Et ben voilà. Les Nice. mecs coupés VLC, évidemment.
Du coup, faudra récupérer cette VOD pour la submit. Voilà, ça fera de la pub Ouais. pour Speed Marathon au passage. Ephraim, hein, au boulot. Allez, Ephraim. Non, non, je sais. En tout cas, merci du commentaire. C'était génial, Pigeon. Ah, mais de rien. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que tu sois concentré sur l'ensemble de la run, hein. Bah ouais, bah, après c'est une run que je connais très bien, donc là c'était parfait. Je pouvais expliquer des petits trucs techniques. T'as pu très bien expliquer tout ce qu'il y avait autour, donc moi c'était parfait. Eh bien, très bien tout ça. Mm. Et bien, ce qui fait que du coup, on va pouvoir passer à la transition. Et oui, nous allons avoir un runner mystérieux qui va venir faire du Pokémon rouge slash bleu en Reverse Badge Acquisition. Voilà, un dénommé Aetienne. Qui ça? Qui? Oh Ouais, mon je dieu! suis pas sûr, hein. Je crois pas. Je crois que c'est un nouveau runner hein, qui Ouais, arrive. Mais avec bon, avec un pseudo inécrivable, mais ouais. ça ne Mais nous regarde pas. on va se débrouiller pour ça. Ne vous inquiétez Voilà. pas. Et bien sur ce, du coup, on va passer sur la phase de setup. Oui. À tout de Allez, suite. à tout de suite.